Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur Xspace, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyenne. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce énième débat de Cité MKO consacré ce soir aux lanceurs d'alerte et le rôle que les lanceurs d'alerte peuvent éventuellement jouer dans le cadre de la lutte contre la corruption. Merci beaucoup donc à tous. Bienvenue. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce énième numéro de débat de Cité concernera donc les lanceurs d'alerte. J'imagine que beaucoup de gens autour de ce space ne savent pas trop ce que c'est que les lanceurs d'alerte. Et puis surtout, le rôle que ces lanceurs d'alerte peuvent jouer éventuellement dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et vous vous imaginez un tout petit peu ce que c'est que la corruption. Mais à côté de la corruption, ce que représente justement l'ensemble des infractions dérivées à la corruption qui sont aujourd'hui des fléaux majeurs et qui mettent systématiquement en péril non seulement nos économies nationales et africaines, mais la corruption constitue également un frein réel au développement des États africains et surtout à la prospérité des populations africaines. Vous savez que tous les régimes politiques qui se succèdent à la tête des États, encore plus récemment au Sénégal avec l'arrivée du PASTEF, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, indiquent leur engagement à mettre en œuvre un plan systémique de lutte contre la corruption et les infractions connexes. Et les infractions connexes, c'est essentiellement le blanchiment, les détournements de deniers publics, l'enrichissement illicite et la fraude au sens le plus large du terme. Quand ces gouvernants arrivent, avant déjà qu'ils n'arrivent et pendant qu'ils se mettent en place, ils mettent toujours en avant des professions de foi qui traduisent justement par la prise d'actes, notamment des actes législatifs et réglementaires pour juguler et combattre la corruption, sans compter les différentes souscriptions que nos États ont déjà au plan international avec la signature et la ratification de conventions et de traités internationaux dans le domaine de la lutte contre la corruption. Bien évidemment, il est clair que ces nombreux efforts qui ont été déployés par-ci, par-là, tardent bien évidemment à produire quelques effets en raison non seulement et particulièrement de la qualité de la justice nationale qui est fortement décriée d'abord par la capacité des hommes de justice à rendre la justice, ensuite par cette démarche systématique d'instrumentalisation de la justice et d'anéantissement des acteurs de la justice, sans compter tout ce qui peut concerner la corruption en matière de justice même. L'incidence négative donc des méfaits de la justice est d'autant plus réelle que les engagements qui sont pris au plan international, notamment au titre de la coopération internationale entre justice d'une part, mais également entre police et entre administration. Donc ces engagements au titre de la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption sont loin d'être efficaces et efficients. Dans le but justement d'accroître les efforts des gouvernements, mais également des sociétés civiles dans la lutte contre la corruption et les infractions connexes, il est préconisé la mise en place de dispositifs qui soient favorables aux lanceurs d'alerte et surtout le cadre juridique qui permet de protéger ces lanceurs d'alerte. Récemment encore, je vous le disais d'entrée que le chef de l'État nouvellement élu au Sénégal préconise de prendre un acte juridique dans ce sens pour instituer justement les lanceurs d'alerte au Sénégal.
Ce qui est dit au Sénégal existe déjà au Nigeria dans une large mesure et donne la possibilité justement aux citoyens nigérians non seulement de suivre tout ce qui concerne les projets sur lesquels il y a des décaissements d'argent public, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des collectivités publiques, ou que ce soit au niveau des structures dans lesquelles l'État participe au capital. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Nigeria, mais de façon générale dans les pays anglophones d'Afrique, le citoyen est plus enclin à chercher à savoir, à chercher à comprendre, et éventuellement, lorsqu'il y a des anomalies, parce que c'est une obligation légale pour les pouvoirs publics de mettre à disposition des citoyens l'ensemble des éléments qui peuvent éventuellement concourir à une meilleure information des citoyens dans le but pour ces citoyens d'exercer leurs droits de citoyens, à savoir éventuellement mettre en cause les autorités locales, les autorités régionales, les autorités nationales pour l'utilisation de l'argent public, mais également envisager la poursuite de ces autorités au regard des actes qui ont été accomplis. Il est clair que, après ce qu'a dit le président sénégalais, une chose est de dire, une autre chose est de légiférer notamment dans ce domaine et dans cette matière. Une autre est de rendre justement des mesures législatives effectives, notamment la loi, en permettant l'accès à la justice d'une part, mais en favorisant également la saisine effective des juridictions devant conduire des procédures jusqu'au bout. Ça ne sert à rien de mettre un cadre juridique, de donner la possibilité à un lanceur d'alerte, justement, de saisir la justice si la justice elle-même n'est pas capable de donner une suite à cette saisine. Tout le long de ce space, l'on pourra s'interroger justement sur ce que c'est qu'un lanceur d'alerte, sur quel est le cadre juridique du lanceur d'alerte, quelle est l'incidence de cet instrument dans la lutte contre la corruption, quelle est la protection dont peut bénéficier le lanceur d'alerte et dans quelle mesure un tel instrument peut se trouver non seulement adapté dans un contexte africain, mais en même temps efficace. Ce soir, nous avons un certain nombre d'invités, au nom desquels le professeur Jean-Louis Correa, qui a agrégé des facultés de droit, professeur à l'Université virtuelle du Sénégal, membre de l'Institut des droits fondamentaux numériques. Il est au Sénégal et il est sénégalais. Nous devrions avoir la participation de M. Moumouni Guido, magistrat de grade exceptionnel, président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, qui n'est pas là. Nous aurons la participation de M. Thomas Dietrich, qui est diplômé de sciences politiques, écrivain, journaliste d'investigation, qui lui-même a été impliqué justement dans des situations où on pourrait le considérer comme étant un lanceur d'alerte. Il est présent parmi nous et il nous parlera de son expérience. Nous aurons la participation de M. Christian Levesque, qui est Senior Advisor en gouvernance et leader forensique Afrique francophone chez Deloitte, président de Global Ethics. Et Christian Levesque est spécialisé justement sur l'élaboration de normes. Il en a déjà élaboré la 3000, la 3001, qui concerne donc des sujets spécifiques relativement à la situation du lanceur d'alerte, mais également des normes qu'il a élaborées dans le cadre de l'Union européenne qui concernent essentiellement également des questions de gouvernance. Il nous en parlera. En principe, nous devons avoir la participation de Monsieur Bamba, qui est qui est magistrat de son État, et Monsieur Bamba est membre de l'OFNAC, l'Office justement du Sénégal de lutte contre la corruption. Je ne sais pas s'il est déjà présent ici, mais je vois simplement la présence de Monsieur Dietrich. Je ne vois pas la présence de Monsieur Correa, Monsieur le professeur Correa, ni même la présence de Monsieur Christian Levesque, et puis la présence de Monsieur Bamba. Qu'à cela ne tienne, j'ai demandé donc à Amin, membre du panel de débat de cité MKO, de venir en tant que co-hôte dans ce space aujourd'hui. Amin, je te donne la parole en te demandant de faire un premier commentaire justement sur la question du lanceur d'alerte. Tu as la parole, Amin. Bonsoir maître et bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. C'est un plaisir pour moi de co-animer avec toi, être co-hôte et t'accompagner
dans cet énième débat de cité qui va se structurer autour du thème des lanceurs d'alerte et de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption en Afrique, c'est un sujet majeur. On l'entend tous les jours, chaque jour, chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, d'une part, mais on l'entend aussi auprès des peuples africains eux-mêmes, sur les réseaux sociaux, dans tous les médias, dans tous les domiciles et dans toutes les discussions. On entend parler aussi de cette lutte au niveau des plus hautes instances panafricaines, à l'instar africaine, qui a même créé l'agence ABC, qui est l'agence de l'Union africaine de la lutte contre la corruption, qui fait un travail de reporting, de collecte de données et de reporting et de présentation des données autour de la corruption et des différentes formes qu'elle prend. On entend enfin toujours parler de corruption en Afrique dans un sens beaucoup plus, je dirais, large. Quand on parle des flux illicites des capitaux, on sait ce que coûtent les flux illicites des capitaux hors d'Afrique vers le reste du monde. On estime que ces flux atteignent facilement 90 à 100 milliards de dollars chaque année. Et ces flux illicites de capitaux, eh bien, la manière dont cet argent sort de l'Afrique est extrêmement intéressant. On utilise non seulement les mécanismes institutionnels classiques, mais les multinationales, ils sont impliqués, les États étrangers, ils sont aussi impliqués, les organisations internationales, ils sont aussi impliqués. En réalité, c'est une hydre qui est extrêmement difficile à caractériser. Mais les leaders se mettent au travail, à l'instar de Thabo Mbeki, par exemple, qui a présidé pendant plusieurs années ce panel, spécialement en ce qui concerne l'Afrique. Donc, ce soir, en t'accompagnant et puis en écoutant les différents experts, ce sera une opportunité pour nous tous de faire un état des lieux, d'apprécier ce qui a été fait depuis lors et éventuellement, pourquoi pas, d'entrevoir aussi des pistes de solutions. Donc, je te remercie, Maître, de m'avoir invité à être le cohorte. Je vais être là, je vais suivre et puis éventuellement, de temps en temps, si c'est nécessaire, j'aimerais venir avec quelques éléments des rapports qui sont publiés chaque année par AUABC, qui est le Conseil panafricain de la lutte contre la corruption établi par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine depuis quelques années et qui est basé à Arusha en Tanzanie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amine. Merci encore d'être là. Et surtout, merci de nous mettre en avant justement ces statistiques qui sont d'autant plus importantes qu'elles sont indicatives d'abord du niveau de corruption dans ce continent et ensuite des différents compartiments qui sont affectés, lourdement affectés par la corruption aujourd'hui, et enfin des incidences négatives de la corruption justement sur le développement économique d'une part, sur les questions de construction de l'État, sur les politiques institutionnelles, sur l'anéantissement au plan économique, justement des questions de concurrence, et tout cela qui peut nous permettre aujourd'hui de regarder tout ce que fait l'Union africaine en tant que telle, tout ce que font justement les commissions économiques régionales dans ce domaine. Je suis heureux de voir que nos invités sont là. Je vais juste demander à Fatoumata de monter, qui a reçu donc une invitation pour prendre en main les invités. Monsieur le professeur Correa d'une part, Monsieur l'évêque et puis Monsieur Dietrich, je vous ai adressé des invitations. Merci d'appuyer sur vos micros pour monter justement sur le stage et que l'on puisse commencer cette discussion. Répondez à la demande d'invitation, c'est le seul moyen justement pour monter sur le stage. Je pense que Fatoumata pourra m'aider. Monsieur Dietrich est là, Monsieur Correa est là, et puis Monsieur Correa est monté, Monsieur Dietrich et Christian Levesque aussi. Alors donc à tout seigneur, tout honneur. Merci déjà Fatoumata d'être là. Merci de prendre la main justement pour coordonner les activités comme tu sais si bien le faire. Je voulais juste rappeler à Ismaël que ce n'est pas le moment de donner la parole, donc il ne faut pas la demander, parce que le premier tour de table se fait toujours avec les invités. Monsieur le professeur Jean-Luc Correa, merci beaucoup d'être là. Il vous revient à vous
en tant que prof de droit et connaisseur de ce domaine-là, de nous dire qu'est-ce que c'est que le lanceur d'alerte d'une part, quel est le cadre juridique ou pas dans lequel s'installe le lanceur d'alerte et quelle est la situation justement des lanceurs d'alerte dans notre communauté économique régionale ouest-africaine d'une part et puis dans les autres communautés économiques régionales et surtout au plan continental. Je vous remercie, monsieur le professeur, vous avez la parole. Cher maître, monsieur le ministre, merci beaucoup de me donner la parole. C'est un plaisir et un honneur pour moi de participer à ce space et puis de discuter avec toute cette communauté de ces questions extrêmement importantes qui portent sur le lanceur d'alerte, concept nouvellement agité par le président Bassirou Diomaye Faye et qui a suscité chez certains des envies de nouveaux métiers, de nouvelles professions. Mais je m'en vais vite calmer un peu tout ça et dire que le lanceur d'alerte est très très loin de ce que beaucoup ont pensé. Ce n'est pas justement cette balance-là qui est au coin d'une rue pour essayer de guetter avec son smartphone un événement qu'il pourrait publier sur le net. Ce n'est vraiment pas cela. Vraiment, j'aimerais encore une fois vous remercier pour cette grande capacité que vous avez avec les personnes qui vous accompagnent à vous saisir des objets de débat dans la communauté africaine francophone et d'aider tout le monde à pouvoir y voir un peu plus clair et en jetant du moins cette lumière sur ces débats-là, que l'on soit moins ignorant des véritables enjeux. Je laisserai mes autres co-débatteurs ou co-introducteurs de revenir véritablement sur tout ce qui touche à la, la corruption. Je ne parlerai pas vraiment de la corruption. Je mettrai l'accent, en rapport avec la corruption et la transparence, je mettrai l'accent sur la citoyenneté en laissant les autres entrer eux par le point de la corruption notamment. La citoyenneté, pourquoi? Parce que, comme le diront sans doute mes co-introducteurs, le débat sur la transparence et la lutte contre la corruption a eu, de par le monde et également en Afrique, à faire l'objet de nombreuses productions légales. Production légale qui a permis, tant bien que mal, de prendre en charge beaucoup de difficultés liées aux besoins de transparence et également à l'exigence de corruption. Mais il va sans dire que lorsque les bénéficiaires, comme on dirait en anglais les stakeholders, ne sont pas véritablement pris en compte dans cet impératif et cet objectif global de lutte contre la transparence, pour la transparence et de lutte contre la corruption, il va sans dire, je disais, que il y aura des difficultés dans les chances de succès de tout cet arsenal qui est mis en place au niveau international et au niveau national. Et c'est pourquoi, à côté de la transparence et de la corruption, et pour la transparence et pour la lutte contre la corruption, ce qui est important, c'est de voir comment renforcer la citoyenneté, comment placer le citoyen au cœur des process de, de décision, mais également des process de reddition de comptes, afin de permettre à ce dernier d'opérer ce contrôle que l'on appelle le contrôle citoyen. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut ranger cette émergence-là du lanceur d'alerte qui permet justement de renforcer cette citoyenne. Je m'en vais donc assez rapidement revenir avec vous sur le contexte d'émergence au niveau mondial et au niveau global. Vous n'êtes pas sans savoir que le lanceur d'alerte est une pratique déjà qui est une pratique américaine, et plus précisément des États-Unis d'Amérique. Je pense qu'en remontant très loin, on peut associer à cette pratique l'affaire que nous connaissons
tous, hein, du Watergate avec Nixon et gorge profonde, hein, qui est cette personne qui, de l'intérieur, révélait certains secrets et certains scandales de l'administration Nixon et qui a pu garder ce secret-là pendant de longues années. Et donc, à partir de là, va s'installer un peu cette petite tradition américaine de s'insurger, d'avoir cette personne, cet insider-là, qui va justement s'insurger contre des faits, des actes, des procédés qu'il note au sein de son administration. Et donc, cela va avoir une forte incidence après sur euh, la conception du lanceur d'alerte. Je disais tout à l'heure au début de mon propos que le lanceur d'alerte n'est pas cette personne qui, armée de son smartphone, va de rue en rue, etc., pour voir quel est le scandale qui ferait le buzz sur les réseaux sociaux. Je pense que ce n'est pas cela. Ce n'est pas une balance également, mais ce n'est pas quelqu'un qui est adepte de la délation, c'est-à-dire qui aurait connu par le biais de quelqu'un d'autre des faits, des agissements et qui les révélerait au grand public. Ce n'est pas cela le lanceur d'alerte. Donc, je disais que c'est d'abord aux États-Unis avec les whistleblowers et ce pays, les États-Unis d'Amérique, ont plusieurs législations nationales, donc peut-être qu'on aura le temps de revenir sur ça, mais également ont des législations au niveau fédéral. Ces législations portent sur quoi? D'une part, la consécration du lanceur d'alerte pour justement la défense des intérêts nationaux, des intérêts vitaux, mais également des intérêts qui touchent à des questions telles que la protection et la préservation de l'environnement, etc. Et une fois que le lanceur d'alerte est comment dirais-je, consacré par les lois, l'objet de la réglementation porte plus spécifiquement sur la protection du lanceur d'alerte. Je pense que le projet sénégalais porte également sur ces éléments-là, c'est-à-dire comment protéger le lanceur d'alerte. Et donc, cette tradition américaine a essaimé un peu partout, notamment en Europe, au sein de l'Union européenne, réceptionnée par des lois nationales comme en France, en Belgique, etc., dans plusieurs autres pays. Mais ce que l'on note concernant le continent africain, c'est que la tradition des lanceurs d'alerte est très ancrée dans les pays anglophones d'Afrique. On peut citer ici le cas du Nigeria, comme disait Maître Konaté tout à l'heure. On peut citer le cas du Libéria. On peut citer également le cas du Ghana, mais également le cas du Kenya. Dans ces différents pays, hormis le Kenya, vous avez toute une législation au début des années 2000 déjà, au début des années 2000, toute une législation qui porte sur la protection du lanceur d'alerte. Et cette législation-là a été fortement éprouvée avec grâce à des contentieux, etc., qui ont permis dans certains pays, comme au Ghana, au législateur national de d'éprouver et d'améliorer la réglementation. Pour répondre à votre question, le lanceur d'alerte, c'est quoi? Le lanceur d'alerte, d'abord et avant tout, est une personne physique. Ce n'est pas une personne morale. Le lanceur d'alerte est une personne physique. Cette personne physique est ensuite un salarié. Donc, une personne physique, premièrement, un salarié, mais un salarié où? Un salarié dans une entreprise publique ou dans une entreprise privée. Et ce salarié personne physique dans une entreprise publique ou dans une entreprise privée a une connaissance personnelle d'un fait qui porte atteinte à la loi, à la réglementation et à l'éthique ou à l'éthique. Donc, ayant eu connaissance de ce fait-là, et je précise, ayant eu une connaissance personnelle de ce fait. Et lorsque l'on dit connaissance personnelle de ce fait, ce n'est pas par le biais, par le truchement d'une tierce personne. Il ne se fait pas donc le porte-parole d'une tierce personne. C'est la personne elle-même qui, à l'occasion de son activité professionnelle, est confrontée à une situation qui, pour elle, viole la loi, etc. Et donc décide, vu cette difficulté relativement à la réglementation, de s'en référer d'abord
aux autorités internes. Et cette procédure-là, ceux qui sont habitués à des procédures de lutte pour la transparence et contre la corruption, etc., savent que dans beaucoup d'entreprises au niveau international, ces procédures sont établies au niveau de l'entreprise depuis très, très longtemps. Donc, il s'agit d'une discussion à l'intérieur de l'entreprise, de la structure, de l'organisation. Et si rien n'est fait au niveau de la structure et de l'organisation, à partir de ce moment-là, la personne a la possibilité de dénoncer de façon plus générale la violation, l'atteinte qu'il a constatée au sein de son entreprise. Pourquoi? Pour préserver des ressources nationales, pour préserver un bien national, un intérêt national. Donc voilà, de façon générale, comment on peut faire dresser le portrait robot du lanceur d'alerte. Donc, le lanceur d'alerte, ce n'est pas celui qui va se saisir du cas d'un salarié pour aller sur les réseaux sociaux dire, oui, le salarié de telle entreprise a des difficultés avec son patron, a des difficultés avec sa structure, donc voilà son dossier, etc. Donc, il faut faire très, très attention. Pourquoi la protection est importante? La protection, elle est importante parce que la personne qui décide de dénoncer un fait contraire à l'intérêt, à la réglementation, justement, peut être dans une situation peut être justement victime de représailles. Et pour éviter les représailles de la part de son entreprise, il faut que la loi le protège parce que ce qu'il dénonce, il le fait au nom de l'intérêt général. Donc, il faut que la loi puisse préserver cette personne pour éviter que cela lui porte préjudice. Donc, je terminerai rapidement par des éléments plus généraux. Nous sommes dans un contexte où l'on demande l'ouverture. Parce que lorsqu'on parle de transparence, la transparence c'est également l'ouverture. Le préfixe open est à la mode. Open science, open data, open governance, etc. Donc, il faut ouvrir. Ce que l'on fait caché n'est pas dans l'intérêt de tout le monde. Donc, il faut que les gouvernants puissent ouvrir, que ceux qui sont détenteurs de certaines informations, qui sont témoins de certains faits ou actes qui sont contraires à l'intérêt national, que ces personnes-là aient la possibilité de parler. Mais j'aimerais terminer en mettant l'accent et la nécessité de relever la nécessité de faire attention sur certains points. Certains points, pourquoi? Et lesquels? On doit faire attention dans cette quête-là de transparence et de possibilité de livrer l'information, on doit faire attention aux droits des tiers. Oui, je peux être lanceur d'alerte, mais attention à ne pas violer les droits des tiers. Et je pense que là, de ce point de vue, le projet qui est en préparation au niveau du ministère de la Justice au Sénégal est un projet qui va être en contemplation de l'ensemble de la réglementation, notamment le droit pénal, le droit des données personnelles, etc. Donc, mais également les intérêts nationaux relativement à la défense et à la sécurité nationale. On ne peut pas lancer une alerte sur des questions qui portent sur la défense et la sécurité nationale. Mais j'aimerais également relever un point. Le chef de l'État a dit récemment, a, a pris la décision récemment de demander la publication des rapports de certains organes de contrôle tels que l'OFNAC, la Cour des comptes, l'inspection générale d'État. Je vais juste relever le point de l'inspection générale d'État sur ce besoin-là de transparence et d'ouverture qui transparaît lorsqu'on parle de lanceurs d'alerte. L'inspection générale d'État dans l'organisation du Sénégal et j'imagine dans certains autres États d'Afrique de l'Ouest est une administration au service du président de la République qui fait des enquêtes sur demande et sollicitation du président de la République. Ces enquêtes-là sont des enquêtes administratives. L'inspection générale d'État n'est pas un juge. Donc, lorsque l'inspection générale d'État fait un contrôle, le rapport qui a été fait doit en principe être déféré devant un juge pour que les personnes sur lesquelles pèsent des soupçons puissent devant un juge donner tous les arguments et s'ils sont déclarés coupables, si elles sont du moins déclarées coupables devant le juge, elles seront déclarées coupables devant le juge. Donc, c'est un organe exécutif, administratif, qui ne peut pas justement faire un travail que ferait un juge.
Par contre, s'agissant de la Cour des comptes, il n'y a aucune difficulté à publier les rapports de la Cour des comptes parce que la Cour des comptes est un organe juridictionnel. Euh, et donc, ici, il y a certains principes, le principe du contradictoire, le principe d'innocence, la présomption d'innocence, excusez-moi, autant de principes qui doivent être respectés à la fois lorsque l'on parle de lanceurs d'alerte, mais également lorsque l'on parle de la publication de certains rapports publics qui ne sont pas le fait d'organes juridictionnels, mais qui sont le fait d'organes purement administratifs rattachés au pouvoir exécutif. Donc, je pense que sur ces questions-là, l'ouverture, l'open, c'est bon, mais il faut faire attention à la préservation des droits des uns et des autres. Donc, chers maîtres et chers amis, je vous remercie. J'aurai l'occasion de revenir sans doute plus tard sur les interrogations, sur les questions. Mais voilà, de façon globale, ramasser ce que je pouvais vous dire en vous renvoyant à ce petit article que nous avons publié dans la presse il y a une dizaine de jours qui portait justement sur l'identification, le portrait robot du lanceur d'alerte. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur le professeur. D'abord pour cette présentation qui nous met en prise directe la question du lanceur d'alerte et le rôle du citoyen dans une cité en ce qui concerne le bien public, le crédit de l'État, les deniers de l'État, qui peuvent éventuellement, dont l'intégrité peut éventuellement être exposée de manière telle que le citoyen se sente à la fois obligé parce qu'il est une composante nationale, mais en même temps que cet élément de deniers publics, de crédit de l'État et de biens de l'État constitue également la quote-part de patrimoine dont il est indivisaire, dont il est copropriétaire à ce niveau. Merci également d'avoir donné quelques indications sur la perspective sénégalaise, parce qu'aujourd'hui, en Afrique francophone, le Sénégal est le premier qui l'a exprimé par la voix du chef de l'État en arrivant, et que cet élément de campagne politique a été confirmé dès la prise du pouvoir, et vous nous confirmez, sans nous dévoiler quelques secrets ici, qu'un travail est en train de se faire justement, qui permet donc de collecter des informations essentielles. Et vous nous indiquez également que l'objectif est de mettre en prise directe aujourd'hui tous les paramètres du droit, notamment du droit du contradictoire, notamment du droit de la protection des citoyens, et notamment la sensibilité qu'il peut y avoir en ce qui concerne les rapports dont la diffusion est demandée. Et on sait pertinemment que les rapports tels que ceux de l'inspection générale sont à la disposition du gouvernement comme étant un acte de gestion, un acte d'administration. Mais l'on sait également que dans la collecte des informations et dans les rapports qui peuvent être conclus à ce niveau-là, il peut y avoir donc des éléments de nature infractionnelle dont l'appréciation incombe à l'autorité administrative qui a la commande de donner une suite ou de ne pas donner de suite. À votre suite, monsieur le professeur, nous avons l'avantage d'avoir Christian Levesque. Christian Levesque, donc, qui est lui-même expert donc en matière de lanceur d'alerte, mais surtout expert parce que Christian est celui qui élabore également des normes. Il nous en parlera dans un premier temps. Et en même temps, Christian a l'habitude donc d'assister non seulement des organisations, des entreprises, mais également des États, justement pour l'élaboration d'une expertise en matière de lanceurs d'alerte dans le contexte de la lutte contre la corruption. Mais en même temps, Christian travaille également sur tout ce qui concerne les questions de gouvernance de façon spécifique. Alors, Christian, vous avez entendu tout à l'heure monsieur le professeur Correa. Est-ce que votre expérience dans ce domaine-là de lanceur d'alerte, dans le dispositif global de lutte contre la corruption, est celui que vous avez l'habitude de diffuser, de mettre en œuvre, pardon. Et deuxièmement, quels sont les préalables absolus avant d'en arriver aujourd'hui à la lutte contre la corruption d'une part, mais également au cadrage juridique des lanceurs d'alerte? N'y a-t-il pas des préalables à ce niveau? Ouvrez votre micro, Christian, et vous êtes le bienvenu. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation ce soir. Salutations à tous qui participent en grand nombre aussi, sur un sujet qui normalement n'est pas très populaire, mais je suis content de voir qu'il y a plusieurs personnes qui se préoccupent. Puis ça, c'est un changement qu'on a vu depuis quelques années. Je vais vous donner un exemple. En
en 2017, j'ai fait une conférence à Ouagadougou sur la lutte et la prévention de la corruption. Et là, j'étais devant le premier ministre, les maires, et tout le monde à la fin m'a applaudi. Puis à un moment donné, il y a un ministre qui est venu me voir, puis il m'a tapé sur l'épaule et dit « Monsieur l'évêque, vous parlez très bien. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui va changer en Afrique. C'est des sujets qui malheureusement vont rester tabous et il n'y aura jamais de changement. » Mais ce qui m'avait surtout surpris, c'est que voilà 2 ans, il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Hachi, qui a été premier ministre jusqu'à dernièrement de la Côte d'Ivoire, avec qui j'ai eu une belle rencontre. Il m'a dit « Monsieur l'évêque, il dit on n'a plus le choix. Le Fonds monétaire international, la banque, les différentes banques internationales et autres, tout le monde met de la pression, incluant les gouvernements, pour que les choses changent. Et là, on parle maintenant de plus de transparence. On parle maintenant de ne pas juste être en parole, mais aussi en action. Et là, quand on parle des lanceurs d'alerte, c'est une des prérogatives importantes pour diminuer les risques de corruption au sein de nos organisations. Parce que quand on a une organisation, c'est difficile de voir passer tout, même si on est digitalisé, même si on a mis en place les meilleures pratiques, souvent c'est des ententes entre 2 personnes. Et ces 2 personnes-là gardent le silence parce qu'ils ont ensemble eu un bénéfice et qu'ils ne veulent pas que ça puisse s'ébruiter. Alors, dans ce contexte-là, notre concept de lanceur d'alerte devient extrêmement important. Tantôt, monsieur le professeur nous parlait que les lanceurs d'alerte, c'était les employés d'une entreprise. Mais il faut que vous sachiez aujourd'hui que ça va encore beaucoup plus loin que ça. Le lanceur d'alerte peut être un employé, mais peut être aussi un client. Il peut être aussi un citoyen. Il peut être le frère, donc le voisin de quelqu'un qui a fait cette corruption-là auprès d'une organisation. Alors, les lignes des lanceurs d'alerte aujourd'hui ne sont pas juste pour l'interne, mais ils sont aussi vers les parties prenantes externes. Parce que souvent, dans un contexte, il y a toujours 2 parties qui participent à l'acte de la corruption. Et une de ces parties-là, c'est l'entreprise ou le gouvernement et quelqu'un de l'extérieur de l'organisation qui vont faire ça. Mais il y a aussi, des fois, 2 personnes même dans l'entreprise qui peuvent décider ensemble de faire de la corruption pour pouvoir avoir un avantage ou même pour pouvoir avoir un poste au sein de l'entreprise. Imaginez-vous, si vous passez des auditions pour un nouvel employé dans tel département et qu'il y a un employé qui déciderait de donner de l'argent au directeur pour qu'il puisse être sélectionné pour le poste avant que lui prenne sa retraite ou que quelque chose dans ce sens-là. Alors, il y a beaucoup de formes de corruption et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse avoir un maximum d'ouverture à qui pourrait être un lanceur d'alerte. Aujourd'hui, les normes internationales deviennent extrêmement importantes. Quand on parle de lanceurs d'alerte et quand on parle de corruption, il y a maintenant des normes ISO, International Standard Organization, qui sont présentement en Suisse et qui représentent l'ensemble des pays à travers le monde. Et la norme ISO 37001 est pour la prévention et la détection de la corruption. Et il existe la 37002 qui est pour les lanceurs d'alerte. Tout ceci est chapeauté par des nouvelles règles sur la gouvernance, qui est la ISO 37000. Tout court, la ISO 37000 est sortie en 2022, la ISO 37001 est sortie en 2016 et la 37002 est sortie en 2022, elle aussi. Alors, on se retrouve dans une situation qu'aujourd'hui, il y a des outils qu'il n'y avait pas dans le passé. Pourquoi que ces outils-là ont été créés? C'est parce que les Américains, en 1977, ont créé le FCPA. Alors là, ils ont dit que maintenant, les entreprises étrangères, américaines et autres, qui transigeaient avec les Américains, s'ils pouvaient être détectés, s'il y avait de la corruption, ils pouvaient être poursuivis par le gouvernement américain. Imaginez-vous, c'était les premiers à parler de corruption. Après, il y a eu les Anglais, en 2010, qui ont créé le UK Bribery Act. Alors, en 2010, maintenant, ils ont dit, au lieu de courir après tous les corrompus de la Terre, on va mettre des lois, une loi qui oblige les membres de conseil d'administration à mettre en place des systèmes de prévention. S'ils ne le font pas, ils peuvent être poursuivis personnellement. Alors là, au lieu de courir après tous les corrompus de la société, on s'est dit, on va responsabiliser la
société. En 2016 est sortie la norme ISO 37001 et le gouvernement européen, pas européen, mais français, ont participé à la création avec nous de la norme ISO 37001. Il faut que vous sachiez que j'ai présidé les travaux au nom du gouvernement canadien pour la création de cette norme-là. Et les Français, après, ont sorti la loi Sapin 2 en France, qui faisait un peu le même travail que l'on retrouve auprès de la UK Bribery Act, mais à la façon française. Et avec la norme ISO 37001, c'est 166 pays qui ont collaboré à soit son écriture ou soit son adoption en 2016, et elle prend de plus en plus de place. Mais ça prenait quelque chose d'encore plus fort, c'est que l'outil des lanceurs d'alerte vient, justement, comme je le disais en début, vient diminuer nos risques. Parce que quand on fait de la lutte contre la prévention et de la lutte contre la corruption, il faut comprendre nos risques de corruption, ils sont où. Mais grâce aux lanceurs d'alerte, on en vient qu'à connaître beaucoup plus les risques, et par la suite, ça nous permet d'être plus vigilants et mettre des processus beaucoup plus forts par la suite, parce que vous savez, des fois, on peut avoir quelqu'un qu'on va déclarer parce qu'il a fait il a lancé l'alerte, mais peut-être que c'était pas une si grande chose. Sauf que après, toutes les équipes à l'arrière vont encore verrouiller plus les systèmes pour s'assurer que justement, même si c'était un petit montant, même si c'était pas si important là sur le coup, que les prochaines fois, il n'y a aucune personne qui se serve de cette entrée-là pour essayer de faire de la grande corruption au sein de nos organisations. Aujourd'hui, l'important de la transparence, elle n'est plus à faire, l'importance, mais aussi une chose qui est importante, c'est les cultures des organisations. Parce que même qu'on mettrait en place les meilleures pratiques au monde, si les employés n'embarquent pas dans la culture, s'ils ne se sentent pas concernés, si l'entreprise ne communique pas sur ses avancées, ses façons de faire, mais il n'y aura rien qui va changer. Alors, je suis extrêmement content aujourd'hui, premièrement, qu'on puisse avoir cette discussion-là tous ensemble, mais en même temps aussi, c'est de voir que les organisations, les pays, les chefs d'État, on le voit avec l'actuel président au Sénégal, maintenant voient ça comme quelque chose de très important. Je vais juste vous dire une chose, par exemple. Faisons attention. Ne commençons pas à vouloir faire la lutte en disant lui c'est un corrompu, puis en essayant de détruire le tissu social des organisations. Je pense qu'il y a eu des anciennes façons de faire par le passé. Aujourd'hui, on doit se dire que ça n'a plus sa place et qu'à partir de maintenant, pour les générations futures, on va mettre en place les meilleures pratiques pour que justement les cultures et les façons de faire changent. Moi, je ne crois pas qu'on doit être dans le jugement, parce que sinon, peut-être tout le monde ira en prison. Tout le monde a tous participé d'une façon ou d'une autre, en grande majorité. Ça fait j'ai commencé en Afrique, moi, en 1996. Je vis maintenant en Tunisie depuis 4 ans, et je vois tous les jours des événements. Et je ne suis plus dans le jugement aujourd'hui. Je suis juste à dire qu'ensemble, on doit mettre en place les meilleures pratiques pour prévenir, mettre des outils pour détecter, former, communiquer et trouver des façons que juste pour les jeunes aujourd'hui, les gens qu'on voit dans nos universités, dans nos écoles, puissent être informés que l'on ne tolérera plus ce genre de façon de faire. Alors, on a un débat. Je pourrais en parler encore beaucoup plus longtemps. Au Québec, dans le temps où j'ai présidé un parti politique pendant plusieurs années, on a décidé de faire une commission d'enquête qui s'est appelée la commission Charbonneau. Et on a eu le maire de la ville de Montréal, on a eu le maire de la ville de Laval qui sont allés en prison et plusieurs personnes. Mais je me suis aperçu que c'était pas la meilleure façon. La meilleure façon, c'est surtout de changer les pratiques et de mettre en place les meilleurs systèmes digitaux, les meilleurs systèmes de process qui vont faire un réel changement. Alors, on va débattre ensemble un peu plus dans les prochaines minutes. Encore une fois, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Merci Christian. Juste pour revenir sur des choses très pratiques sur lesquelles vous êtes avancé, on a parlé de normes 3700, 3701 et 3702. 1. Ces normes sont élaborées par qui? 2. Qui adhère à ces normes? 3. Quelles sont les sanctions qui sont prévues dans le cadre de ces normes? Okay. Les normes ont été développées par un organisme qui s'appelle ISO. ISO a été créé en 1946 suite à la Deuxième Guerre mondiale dans un contexte où l'ONU cherchait une façon à ce que les connaissants, les ingénieurs, toutes les grandes
personnalités internationaux puissent avoir une place pour pouvoir ensemble discuter des meilleures pratiques pour l'ensemble des pays. Alors, ISO, qui est à Genève, a été créé à partir de l'ONU, et là, ils ont commencé à légiférer sur l'électricité. Quels devraient être les voltages d'électricité entre les différents pays? Au niveau de la plomberie, quels sont les tuyaux pour pouvoir transporter l'eau, pour pouvoir permettre des connexions entre les différents pays? La raison, à la base, ils se sont dit, durant la Deuxième Guerre mondiale, l'Angleterre et la France, qui sont pourtant deux pays, un à côté de l'autre, n'avaient pas de communication entre un et l'autre. Alors, la France démonisait l'Allemagne démonisait la France, et c'était valable parce que personne n'avait vraiment de contact avec les autres pays. Maintenant, à chaque année, on crée des normes internationales pour que l'ensemble pas juste des politiques, là, l'ensemble des experts internationaux puissent créer ensemble des meilleures pratiques et des meilleures façons de faire. La seule chose, c'est que ce ne sont pas des lois. Vous avez, dans certains pays, on appelle ça des labels. Un label, c'est quelque chose, c'est des normes développées dans des régions. Mais quand vous avez une norme ISO, c'est comme si vous aviez votre PhD. Le label, c'est comme étant un bac à l'université, mais le PhD, c'est vraiment la norme ISO parce que c'est reconnu indéniablement par tous les pays. Alors, quand vous mettez en place une norme ISO, c'est que vous savez que vous avez les meilleures normes internationales reconnues par tous. Ce n'est pas des normes françaises, ce n'est pas des normes américaines, ce n'est pas des normes du Sud ou du Nord. Ce sont des normes internationales. Alors, quand j'ai présidé la création de ces normes-là, l'avantage, c'est qu'autour de la table, il y avait les Russes, les Chinois, il y avait les Français, il y avait les Américains, il y avait les Africains, il y avait de tout. Et tous ensemble, on s'est mis d'accord sur quelles devraient être les meilleures pratiques. Alors, il n'y a pas de loi qui gère ça. La seule chose, c'est que les règles de normalisation obligent la certification des processus. Alors, quand vous mettez en place un processus sur les lanceurs d'alerte, ou sur la corruption, ou sur la gouvernance, dernièrement, pour l'Union européenne, j'ai présidé la création de la norme ESG 1000, tout ce qui touche la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un cahier de charges. Les organisations doivent commencer par faire une analyse des écarts entre leurs pratiques et les cahiers de charges des normes. Et par la suite, quand ils ont fait leur travail, il y a un audit fait par un cabinet externe qui vient valider que le travail a bien été fait. Et après, à chaque 3 ans, il y a un audit qui est fait. Alors là, seulement là, ils ont le droit de dire qu'ils sont ISO. Mais vous savez, quand ils ont leur première certification, ce qui se passe, c'est qu'on va leur dire, vous avez des non-conformités mineures ou vous avez des non-conformités majeures. Alors, dans les non-conformités mineures, c'est-à-dire que tel document, il faut ajuster tel processus. Dans les conformités majeures, ben, si vous n'avez pas mis une ligne de signalement, c'est une conformité majeure. Et si on revient faire l'audit dans 3 ans et la ligne de signalement n'a pas été mise, automatiquement, ils perdent leur certification. Et là, il y a un risque réputationnel pour l'organisation. Et en plus, toutes les organisations qui mettent en place les normes ISO 37001 vont en venir qu'à obliger aussi leurs partenaires financiers, leurs partenaires fournisseurs, les employés tous à suivre les mêmes règles que eux. Ce qui fait que c'est des systèmes qui se mettent en place. En arabe, on dit bishwaya bishwaya. À chaque fois, à chaque année, les systèmes deviennent de plus en plus forts et deviennent de plus en plus performants. Alors, au lieu de l'exiger par des lois, on l'exige par des processus, des directives intérieures, dirigées par un département de conformité et auditées par une entreprise externe pour s'assurer que les choses sont faites de la bonne façon. Mais, je vais vous donner des exemples. Il y a aussi des pays maintenant qui pensent à mettre en place des normes ISO comme ISO 37001 et même les lanceurs d'alerte 37002 au sein de leur politique. Et alors, quand ils font cela, ce qu'ils viennent dire, c'est que nous, comme tous les pays du monde reconnaissent ces pratiques-là, nous, dans nos organisations, au lieu de créer nos propres lois, puis que les gens n'en aient pas vraiment confiance, on va créer des règles comme les standards internationaux, et de cette façon-là, personne ne va pouvoir dire qu'on n'a pas mis en place les meilleures pratiques. Et ça a beaucoup plus de force que de juste essayer entre nous
de recréer ce que 166 pays ont fait ensemble et qui a pris pour nous juste la norme ISO 37001, ça a été 3 ans de travaux. Juste s'entendre sur le qu'est-ce que c'est que la corruption, ça a été très difficile parce que chacun des pays avait un peu leur propre définition de ce qu'était la corruption. Mais aujourd'hui, ce travail-là, il est fait. Il a été fait par tous et les États, dans leur façon de faire, peuvent maintenant s'appuyer sur ces normes-là pour créer des lois. Et c'est là-dessus que mon organisation et d'autres organisations travaillent à accompagner les chefs d'État, accompagner les entreprises aussi, pour pouvoir s'aligner sur les meilleures pratiques internationales. Juste en un mot, Christian, imaginons aujourd'hui que la question de la conformité d'une part, la question de la corruption et la question des lanceurs d'alerte et la question de la gouvernance constituent des règles du football et l'Organisation mondiale du football qui décide de régenter dans ces domaines-là, et l'Organisation mondiale du football s'appelant la FIFA, et qui donne l'occasion à des organisations de fédérations nationales d'adhérer ou de ne pas adhérer, mais en adhérant, on s'engage, à prendre à notre compte les règles, 2, à les respecter, 3, éventuellement à nous soumettre à des sanctions dès lors qu'il y a une irrégularité ou une inobservation de la règle. Est-ce que, en ce qui concerne les normes en matière de corruption de façon générale, on peut raisonner de cette façon-là? Oui, la seule chose, c'est que vous avez chacun des pays ont une, comment je pourrais vous dire ça donc? Chacun des pays sont quand même juridiquement indépendants. Tout à fait. Alors, dans ce contexte-là, c'est vraiment le pays lui-même qui prend en compte de changer ses lois au niveau juridique pour dire qu'ils peuvent poursuivre dans les contextes où les règles ne sont pas soutenues. Alors, c'est pas un organisme international comme on retrouve avec l'ONU, avec à La Haye, où il y a un tribunal de la paix qui encore là, de toute façon, n'est pas capable de faire appliquer ses jugements. Alors, ça reste toujours quand même à chacun des pays à se responsabiliser. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que à travers les normes, comme les normes ISO 37001 et 37000 et 37002 ou la ESG 1000, vous avez déjà les outils. Puis vous savez après sur quoi on peut aller au niveau pénal. Alors, je vous donne un exemple. S'il a été prouvé au niveau judiciaire qu'il y a eu corruption, à partir de là, vous allez dans l'aspect pénal. Mais il y a aussi d'autres aspects où on n'a pas besoin d'aller au pénal non plus. Parce que déjà, la sanction la pire qui peut arriver pour un employé, s'il est avisé qu'il aurait fait soit une corruption, déjà qu'il perde son emploi. Ça, c'est déjà la première grande sanction. Et si c'était une sanction qui touche la communauté, qu'il est employé du gouvernement ou des choses comme ça, et là, on passe à un autre niveau où on doit aller encore plus au pénal pour pouvoir faire, pour le juger. C'est à nous de décider c'est quoi l'escalier et le type d'application de la loi et de peine qui vont être appliquées en fonction de cela. Merci beaucoup, Christian. Vous restez là en même temps que monsieur le professeur et on trouvera donc le moyen de vous faire parler tous les deux sur des choses sur lesquelles vous avez brillamment présenté aussi bien vous que monsieur le professeur tout à l'heure. Thomas Dietrich, vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui vous fait courir en Afrique pour aller investiguer autant et prendre autant de risques, notamment au Tchad, au Togo, où vous venez de vous faire expulser, et auparavant en Guinée-Conakry, où vous avez été expulsé? Quand vous arrivez en Afrique, que vous dites journaliste d'investigation, vous investiguez sur quoi? Est-ce qu'il vous est arrivé souvent d'investiguer sur des cas de corruption avérés ou non avérés? Quand vous avez investigué, qu'est-ce que vous avez trouvé? Et quand vous avez trouvé, quelles ont été les suites? Bonsoir à toutes et à tous et merci de l'invitation. Alors, effectivement, le débat visiblement tourne autour des lanceurs d'alerte. Je pense que c'est un peu différent du rôle du journaliste. Et attention à pas forcément confondre le lanceur d'alerte et le journaliste. C'est-à-dire le journaliste vient un peu en second rideau, c'est-à-dire c'est le second étage de la fusée. Nous, on est souvent on traite souvent avec des lanceurs d'alerte qui prennent d'énormes risques pour révéler des choses. Et notre rôle, c'est de récupérer l'information, de s'avérer qu'elle est sérieuse. Par exemple, je prends un exemple, si quelqu'un se filme en train d'être contraint de déverser de l'acide dans une réserve naturelle, on vérifie est-ce que c'est une pratique qui est courante, on fait le contradictoire avec l'entreprise qui est visée,
demandent leur avis au gouvernement sur place. Donc nous, en fait, on vient un peu en deuxième rideau dans le traitement de l'information et dans savoir quelle ampleur il a et à quel niveau ça remonte. Moi, je suis très content qu'il y ait un statut des lanceurs d'alerte qui se mette dans certains pays comme le Sénégal. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à copier de la France, puisqu'on a en France, il y a eu plusieurs lois qui ont été prises. Hein. On a parlé tout à l'heure, la loi Sapin 2, la loi Wasserman. Et en fait, c'est des lois tellement restrictives que pas beaucoup de lanceurs d'alerte ou très peu rentrent dans le cadre de ces lois. Donc, c'est un peu des lois qui servent pas à grand-chose, surtout que dans l'Union européenne, il y a une directive qui est sortie en 2016 et qui a été transcrite dans tous les États, y compris la France, qui s'appelle la directive secret des affaires, qui permet quand même de réprimer les initiatives des lanceurs d'alerte. Par exemple, aujourd'hui en France, une révélation comme celle qu'a fait Irène Frachon sur le Mediator, qui était un médicament qui était très dangereux pour la santé, pourrait plus forcément avoir lieu. En tout cas, Irène Frachon pourrait être punie au nom de la directive secret des affaires. Donc, on n'a pas forcément l'Afrique n'a pas forcément d'exemple à prendre sur la France ni sur les États-Unis. On l'a vu dans le traitement des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden ou Julian Assange. Donc voilà. Donc effectivement, dans notre travail de journaliste, on est souvent confronté à des sources qui, pour le bien commun, souhaitent sortir certaines informations. Et après, à charge pour nous, d'investiguer, de confronter les sources, de vérifier que tout ça est sérieux. Moi, je le fais souvent du point de vue des relations entre la France et l'Afrique, hein, ce qu'on a appelé la fameuse France-Afrique, avec tout ce que ça peut comporter de pactes de corruption. Il y en a certains qui sont devant la justice française. Hein. Je pense par exemple à Vincent Bolloré, qui est aujourd'hui mis en examen pour corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de faveurs qu'il aurait accordé à Faure Gnassingbé, le président du Togo, en échange de faveurs que lui-même aurait récupérées dans la gestion du port de Lomé. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, effectivement, mais aussi le port de Conakry, et dans les deux cas de figure, Vincent Bolloré a tenté donc de régler son problème justement par une déclaration de culpabilité oui. Qui a été ratée, et il est devant les juridictions françaises aujourd'hui sans pour autant que ses complices africains n'aient été appelés, notamment ses complices guinéens, notamment ses complices togolais. Alors, sauf erreur de ma part, je crois qu'il a réussi à trouver une porte de sortie pour le port de Conakry, et que là, la mise en examen, effectivement, pour lequel il est visé par la justice concerne uniquement le port de Lomé. Mais on est tout à fait d'accord au fond sur le fait de dire que effectivement il y a eu très probablement de la corruption dans les deux cas. On se souvient à Conakry dans quelles circonstances il a eu le marché du port juste après l'élection d'Alpha Condé, en ayant aidé Alpha Condé à faire la communication de sa campagne présidentielle via la filiale Havas. Donc évidemment, moi, je me retrouve face à certaines affaires de corruption, que ce soit en Guinée, que ce soit au Tchad, que ce soit ailleurs, et ça mêle souvent des entreprises françaises. Ce qu'on espère et ce qu'on regrette derrière, c'est que ce soit les justices africaines ou la justice française soit pas assez rapide ou diligente pour enquêter. Souvent, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Par exemple, j'ai eu le cas d'une enquête qui a été ouverte par le parquet national financier dans le cadre d'une affaire de corruption dans les mines de bauxite en Guinée qui menait deux jeunes entrepreneurs français, mais aussi Anne Levergeon, l'ancienne patronne d'Areva, Xavier, l'ancien patron de Free, Arnaud Montebourg, qui était ancien ministre de l'économie. Bon, cette affaire, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte en 2020, mais en 2024, ça n'a pas l'air d'avancer. Souvent, la justice est très lente. On peut se demander est-ce qu'il n'y a pas des pressions politiques qui se font sur cette justice-là. Et c'est souvent le problème. C'est-à-dire que quand il y a des lanceurs d'alerte qui risquent leur vie, leur carrière, leur santé, leurs finances pour informer l'opinion publique sur des faits qui sont graves, la justice, y compris en France, mais tout le temps, pour se saisir de cette affaire, pour enquêter, et on se retrouve avec des procès, des fois, des décennies plus tard. Je me souviens, par exemple, d'Édouard Balladur, qui a été jugé à 90 ans passés, en 2021, pour des faits de financement douteux de campagne, qui remontaient à 1995, donc quand même 26 ans après, avec quand même, il y a eu des morts à la clé, puisque c'était je vais pas rentrer dans le détail, mais des affaires de commission et rétrocommission, et l'arrêt de ces commissions a provoqué sans doute un attentat contre des ouvriers français qui travaillaient sur une base de sous-marins au Pakistan à Karachi. Donc ça a fait des morts. C'est pas seulement des histoires d'argent sale, de gros sous, c'est des histoires très concrètes. Et puis bon, on juge ça 26 ans après.
Édouard Balladur est à moitié gâteux, et puis il est relaxé. François Léotard, qui est ancien ministre de la Défense, prend 2 ans avec sursis, donc c'est des peines ridicules. Hein. Je peux prendre par exemple ce qui se passe en ce moment avec l'affaire libyenne, hein, vous savez, le financement présumé de campagne de Nicolas Sarkozy par Mouammar Kadhafi. Le parquet national financier a ouvert son enquête en 2012. On est en 2024 et on n'a toujours pas l'air d'avoir un procès. Donc effectivement, c'est la justice des puissants, hein, que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de la cour vous rendront noir ou blanc, c'est ce que disait La Fontaine, et ça met du temps. Et ça, c'est ce que je regrette, et j'espère que justement en Afrique, et que le Sénégal peut-être impulsera cette dynamique-là, il y aura une vraie protection pour les lanceurs d'alerte, aussi une vraie protection pour les journalistes, et aussi une justice qui sera diligente, bien sûr, dans le respect de l'ensemble des droits fondamentaux, y compris des accusés, c'est très important. Une justice qui fera son travail dans des délais raisonnables, parce que souvent, on se heurte à des procédures qui sont à rallonge. Hein. Il y a énormément de procédures judiciaires qui sont ouvertes en France sur des sujets ayant trait à l'Afrique avec des entreprises françaises, avec des Français. Souvent, ça prend des décennies. Et c'est ça vraiment le problème, et ce qui peut effectivement décourager les lanceurs d'alerte. Tout ça pourquoi? Moi, je risque ma carrière, je risque ma vie, tout ça pour des queues de prunes. Voilà. Le constat dans ce domaine-là, c'est que toutes les affaires de corruption qui impliquent l'Afrique ont des ramifications en France et vice-versa. Et deuxièmement, dans cette hypothèse, ce que l'on constate, que ce soit dans l'hypothèse de Bolloré que vous avez évoquée, il y a encore 10 000 autres hypothèses dans lesquelles les constructions de routes ont été concernées, dans lesquelles la fourniture de matériel et d'ouvrages publics ont été concernés, dans lesquelles la question des télécoms et la question énergétique a été souvent évoquée dans ces dossiers-là. C'est aussi l'occasion justement de rétrocession de commissions assez importantes. Vous avez évoqué tout à l'heure le secteur militaire et le secteur de la fourniture des armements. La difficulté est que les justices françaises, européennes et africaines ne coopèrent pas du tout, encore moins dans ces domaines, parce que simplement on a un chef d'État et un ministre qui a encore une prise directe sur la justice et qui anéantit la justice instrumentalisée en Afrique de manière à ce qu'il n'y ait pas de commission rogatoire, il n'y ait pas de réponse à des commissions rogatoires, il n'y ait pas d'échange de pièces à ce niveau-là, alors même que l'on sait que les fonds partent d'un endroit et puis s'installent de l'autre côté pour financer non seulement les hommes politiques, pour financer également les campagnes politiques. Vous avez évoqué tout à l'heure la question libyenne. Ça, c'est un des sujets au-delà de la mise en place d'un cadre de protection aussi bien pour les lanceurs d'alerte que pour les journalistes. Le véritable sujet, c'est comment rendre effectif la justice de sorte que, au-delà des lois et des règlements, on puisse véritablement faire en sorte que les poursuites soient réelles. Quand on regarde aujourd'hui l'ensemble de ces États d'Afrique ont signé toutes les conventions et traités internationaux dans le cadre des CER, dans le cadre de l'Union africaine, mais également dans le cadre de la convention de Mérida qui aujourd'hui régit la problématique de la corruption. Je sais aujourd'hui quelles sont les limites objectives qui sont quasiment infranchissables, qui anéantissent justement toute action de lutte contre la corruption, y compris lorsque ce sont des lanceurs d'alerte. Donc le risque en Afrique, c'est de mettre en place des cadres juridiques qui propulsent des gens qui vont croire en la protection de la loi, mais qui vont être totalement exposés. Vous avez vu en Europe, les premières personnes qui ont pris le risque de dénoncer des faits de corruption, ou même en Amérique, ont été complètement anéantis et complètement rendus à l'état de prison, de reclusion pire que la criminelle, quoi. Et là, c'est un souci majeur. Je sais que ce sont des journalistes qui sont exposés, ce sont des lanceurs d'alerte qui sont exposés. Je vous donne la parole, peut-être 2 mots de commentaire avant de donner la parole justement à Amine pour son commentaire général, et qu'on arrive donc à Fatoumata qui va donc donner la parole aux gens qui souhaitent réagir dans le cadre du Space. Thomas Dietrich, un mot de commentaire sur ce que j'ai indiqué. Moi, je crois que c'est très vrai, et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir changer, mais ça va peut-être venir. Ça a mené à quand même des situations dramatiques, hein, à des affaires qui ont été complètement enterrées, pas que par les justices africaines. Hein. Je sais pas si on se souvient d'un fonctionnaire de l'ONU suédois qui s'appelait Anders Kompass qui a révélé les abus sexuels que faisaient subir des militaires français en Centrafrique à des enfants centrafricains, des enfants parfois très jeunes.
il a révélé, il était sanctionné par l'ONU qui a refusé de lui reconnaître la qualité de lanceur d'alerte. Il a démissionné de l'ONU parce que cette affaire-là était en train d'être enterrée. Et la justice centrafricaine n'a pas pu se saisir de l'affaire des viols commis par les militaires français, puisque il y avait des conventions qui étaient signées entre la France et la Centrafrique qui prévoyaient que les militaires français, même en cas de crime qui était commis hors opération, c'est-à-dire même si ils faisaient une bêtise quand ils allaient prendre un verre dans un bar, ne pouvaient pas être jugés par la justice centrafricaine. C'est encore le cas aujourd'hui. C'était le cas au Mali, c'était le cas au Tchad, c'est le cas au Tchad, c'est le cas au Sénégal, c'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est le cas partout. Et c'est complètement scandaleux. Et donc il y a une procédure qui a été ouverte en France qui s'est terminée par des non-lieux rendus en faveur des militaires français, alors qu'il y avait quand même des faisceaux de preuves très forts. Et puis il y a eu des grosses failles dans la procédure française. C'est pas moi qui le dis, c'est un article du Monde qui avait été très détaillé sur le sujet. Donc on se retrouve face à des problèmes très forts. Par exemple, j'avais enquêté aussi sur le cas du Tchad, sur une société française qui s'appelait IGN, vous savez, l'Institut géographique national, qui fait des cartes. Et ils avaient vendu des cartes à Idriss Déby qui permettaient soi-disant de réprimer les manifestations, et puis des cartes militaires pour lutter contre les rebelles. Et ils étaient passés par une société écran qui était dirigée par 3 fils du maréchal Déby, à l'époque, le feu maréchal, qui évidemment s'y connaissait autant en cartographie que moi je me connais en patinage artistique, qui était juste là pour récupérer des commissions au passage. Et les preuves de corruption qui m'ont été apportées par un lanceur d'alerte étaient patentes. Là aussi, la justice française a tranquillement enterré ça. On se demande s'il n'y a pas eu des pressions politiques au nom de la très bonne entente entre la France et le Tchad. Donc évidemment, on se retrouve face à un mur, ce qui fait que les lanceurs d'alerte, ils ne sont absolument pas protégés, ils n'ont pas de cadre, même si on en a fait en France, en tout cas, c'est pas suffisamment efficient. Et puis derrière, leur alerte, elle ne débouche sur pas grand-chose. Moi, je suis vraiment favorable à un cadre très large, y compris dans le domaine de la défense. Je rebondis sur ce qui a été dit avant. Heureusement qu'il y a des lanceurs d'alerte dans le domaine de la défense. Par exemple, au Sénégal, heureusement qu'il y a des journalistes qui ont révélé l'année dernière la vente d'armes qui a été faite par Petit Boubé, vous savez, l'homme d'affaires nigérien, au régime sénégalais, aux gardes forestiers pour des montants complètement délirants. Moi, je pense qu'il faut un cadre très large, protecteur, respectueux des droits fondamentaux de tout à chacun, mais surtout, le problème, c'est qu'il faut que le politique arrête de s'ingérer dans les procédures judiciaires, que ce soit d'un côté ou l'autre de la Méditerranée. Ça, c'est évidemment un fondamental. Merci infiniment. Je donne la parole donc à Amine pour son commentaire après avoir entendu tout cela. Et ensuite, Fatmata prendra la main justement pour faire monter les gens sur le stage. Amine. Merci beaucoup, maître. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les différents intervenants que je salue au passage. Moi, mes commentaires vont être beaucoup plus, je dirais, globaux et puis structurels pour montrer un peu l'ampleur du phénomène de la corruption en Afrique et y inclure aussi un autre phénomène qui fait partie des activités de corruption et qu'on appelle communément les flux illicites de capitaux. Et les échelles sont énormes ici. Entre 1980 et 2009, par exemple, on estime que, et c'est pas une estimation, c'est vraiment des calculs assez sérieux qui ont permis de montrer que l'Afrique a perdu, à travers les flux illicites des capitaux et la corruption, entre 1600 et 2000 milliards de dollars. Et si on ajoute justement l'estimation de ces 14 dernières années, jusqu'en 2023, on estime qu'environ 80 milliards de dollars sortent de l'Afrique. Ça, c'est un minimum chaque année. On peut facilement aujourd'hui dire que c'est environ 3000 milliards de dollars que l'Afrique a perdu en une quarantaine d'années à travers les flux illicites de capitaux, sans y inclure même toutes les activités de corruption. Et ça équivaut aujourd'hui presque au PIB actuel des pays africains. Et c'est largement supérieur, soit dit en passant, à toutes les aides extérieures que l'Afrique a reçues depuis 1960 à ces jours. 3000 milliards de dollars, c'est énorme. Mais il faut dire aussi que c'est extrêmement délicat en ce moment de retracer tous les montants parce que c'est les flux illicites de capitaux, les activités de corruption sont très mal retracés, à l'exception de AUABC, à l'Union africaine, des rapports de la BAD ou encore de Global Financial
Integrity, donc une organisation internationale qui essaie d'établir des rapports. C'est très difficile à suivre avec Transparency International. Il faut aussi ajouter que les flux, spécialement les flux illicites de capitaux, proviennent d'activités illégales qui incluent la corruption, la petite corruption, par exemple, celle dont parle, c'est pas la petite corruption, mais des corruptions classiques, comme celle dont parle Thomas Citry tout de suite là, mais aussi des évasions fiscales, communément appelées optimisation fiscale, c'est un euphémisme, hein, mais c'est de la très haute corruption, mais de la corruption qui découle justement d'une faiblesse des structures et des systèmes et des modèles, mais aussi des lois au niveau de nos pays, des pots de vin, mais aussi la contrebande et des activités criminelles. Les sorties illicites de capitaux, je l'ai dit aussi, sont entre 4 à 5 fois le montant de la dette extérieure actuelle de l'Afrique. Si vous voyez bien, c'est énorme. C'est-à-dire que ce qui sort de l'Afrique, ce qui est sorti de l'Afrique est 5 fois plus important que ce qu'on nous a même donné comme dette, et beaucoup plus important encore que la dette et même les aides extérieures. Malgré tout ça, beaucoup de spécialistes estiment que ces montants sont encore sous-évalués parce que ils ne tiennent pas pleinement compte de l'argent qui est perdu, par exemple, à travers le trafic de drogue ou encore toute la contrebande en Afrique, qui est aussi un résultat de la corruption, n'est pas suffisamment caractérisé. Et donc, ces chiffres montrent clairement que, contrairement aux idées reçues, comme quoi c'est l'Occident qui finance majoritairement l'Afrique, eh bien, le continent est un créancier net du reste du monde depuis plusieurs décennies. Et d'ailleurs, selon les estimations du Global Financial Integrity, les activités de corruption traditionnelles, hein, donc les pots de vin, les corruptions dans les petites administrations, ne constituent que 3% des pertes liées à la corruption que subit l'Afrique. Là où les pertes sont plus importantes, c'est sur les activités criminelles qui comptent pour entre 30 à 35% des pertes de revenus pour le continent. Les transactions commerciales illicites, ça compte beaucoup, avec des optimisations fiscales, représentent environ 60% des pertes de revenus que l'Afrique subit. Et une portion significative de cet argent va directement en Occident, canalisé à travers les paradis fiscaux. Donc, ce sont des chiffres qui font mettre foi dans le dos. Mais ils révèlent deux choses. Ils révèlent que quand on veut parler de corruption, au-delà de ce qu'on constate, par exemple, au quotidien, dans les administrations, dans les rues, avec la police, avec les douaniers, cette activité endémique de pots de vin, il y a une corruption qui est totalement invisible et qui est même, je dirais, d'une certaine manière institutionnalisée du fait de la faiblesse, justement, des instruments de gestion fiscale, des instruments juridiques, des instruments de gestion administrative, et qui favorisent, ou plutôt qui font perdre beaucoup plus d'argent que la petite corruption qu'on voit au quotidien. Donc, quand on parle d'optimisation fiscale, eh bien, ça fait partie de ça. Je suis beaucoup plus à l'aise même pour en parler parce que à l'époque, quand je travaillais dans les multinationales, eh bien, pour moi, à l'époque, c'était vraiment une technique à réaliser que de contribuer à optimiser justement notre fonctionnement pour payer le moins d'impôts possible. Donc, cette faiblesse qui est utilisée par les multinationales, normalement, est intégrée aussi dans les rapports de l'Union africaine, par exemple, comme faisant partie intégrante du phénomène de corruption. Et c'est cette faiblesse-là qui fait perdre le maximum d'argent, environ 60 à 65% des pertes de revenus pour l'Afrique, des pertes de revenus qui sont liées à la corruption proviennent de ces faiblesses-là. Merci beaucoup, maître. Merci infiniment. À vous entendre tous les trois ou tous les quatre, je me rends compte que non seulement le sujet est délicat, mais en même temps qu'on ne peut pas l'épuiser en un space. Et je pense qu'il faut que tous les quatre reveniez encore, que l'on puisse parler de détails de corruption. Par exemple, la problématique fiscale est un des aspects. Et deuxièmement, la problématique de la contrefaçon est aussi un aspect important. Imaginez aujourd'hui les quantités de produits alimentaires qui sont contrefaits, les quantités de produits pétroliers qui sont contrefaits,
les quantités de pièces détachées de véhicules, et c'est pour ça que les véhicules et les engins explosent tous les jours dans les rues en Afrique, les quantités de matériaux de construction, et c'est pour ça que dans nos pays, les maisons construites s'écoulent sans que l'on ne soit dans un contexte de normes. Christian vous a indiqué tout à l'heure que Normé est né à la suite justement de quantités de produits qui sont écoulés dans des tuyaux, de la norme électrique en termes de kilowattheure, un ensemble de choses. Quand vous avez par exemple quelqu'un qui vous dit qu'il vous vend 1 kilo de sucre et que ce kilo de sucre n'a pas été emballé en votre présence, vous voyez jusqu'où la question de la norme est importante, jusqu'où il faut aller au-delà des lois et des règlements, et jusqu'où les sociétés que nous sommes ont besoin de nous prendre en main nous-mêmes pour nous auto-réglementer, nous auto-régenter, fixer la norme en ce qui nous concerne. Je me rends compte aujourd'hui que les pratiques dans ce domaine-là sont tellement énormes qu'il faut peut-être envisager 2 voire 3 sujets de space sur ce truc-là, parce que la corruption est est au creux de notre question de développement ou de non-développement, et la corruption est le meilleur vecteur d'engagement citoyen, d'affirmation de la citoyenneté et surtout d'exercice du contrôle citoyen de façon très évidente. Fatoumata, je te laisse la main justement pour assurer la suite du space. Merci beaucoup, tonton. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors, je rappelle simplement que le space est enregistré et que si vous avez raté la première partie, vous aurez l'occasion de le réécouter lorsqu'il sera disponible. Vous avez également l'opportunité de commenter à travers le hashtag débat de CTMKO, de demander la parole à partir de maintenant et voilà, de poser des questions ou réagir par rapport à ce qui a été dit. Et puis, tonton, je sais pas, enfin, il me semble que le juge Bamba n'a pas pu venir parce que c'est lui qui était du coup chargé de parler de cas de protection, en tout cas l'ouverture de procédure, la protection de la loi acquise du coup aux lanceurs d'alerte. Je sais pas si on en parlera vers la chute de ce débat de cité MKO. Je rappelle aussi que nos invités des noms du le professeur agrégé de droit, monsieur Jean-Luc Correa et monsieur Thomas Détriche, plus monsieur Christian Levesque, sont respectivement donc professeur agrégé de droit, puis journaliste d'investigation, puis expert en prévention et de lutte contre la corruption, qui a écrit, notamment pour Monsieur Levesque, qui a écrit les normes ISO 37001 sur la gouvernance des organisations et la lutte contre la corruption pour le compte du gouvernement canadien, et SEG-1000 sur la RSE pour l'Union européenne. Ceci étant dit, je vais passer la parole dès à présent à Monsieur Ibrahima, qui est venu qui vient de monter, que je salue, donc qui aura dans un premier temps 2 minutes d'intervention et puis on verra en fonction de l'évolution des débats si voilà on réduit ce temps de parole ou si on l'augmente à 3 minutes. Merci. Bonsoir. Bon, diminuer un temps de parole aussi famélique serait problématique pour pouvoir donner ne serait-ce qu'un avis sur un sujet aussi vaste, intéressant, mais inédit sous nos cieux. J'en profite pour saluer mon ami Jean-Luc Correa, un ami de très longue date, et le professeur Lassana Gadi Zahou, et maître. Alors, cela dit, mettre en place un mécanisme de dénonciation de personnes qui se rendraient coupables d'actes en contradiction avec la loi est dans tout corps social quelque chose de salutaire. Mais on doit rappeler que c'est une disposition de cet ordre existe déjà dans le corpus pénal sénégalais qui enjoint à tout citoyen, à toute personne en connaissance d'une infraction de dénoncer ça auprès du procureur de la République, faute de quoi cette personne se rendrait coupable de complicité. Donc la disposition existe déjà. Quand on voudrait comme voiler, en fait, lifter la notion autour de lanceur d'alerte, c'est bien beau, c'est dans l'air du temps. Mais moi, j'ai toujours en bandoulière cette prévention que faisait Portalis, qui disait
disait qu'il fallait éviter les lois nécessaires, les lois inutiles parce qu'elles affaiblissaient les lois nécessaires. Cela ne dit pas de ma bouche que ce serait inopportun de mettre en place un mécanisme de dénonciation, d'autant plus que les phénomènes qui doivent appeler une dénonciation s'agrandissent. Je vois que le débat s'est surtout orienté autour de problématiques liées à la, à la corruption, mais il y a d'autres phénomènes qui pourraient, dans le cadre d'une législation, être embrassés. Cela dit, la question, il faut peut-être la mettre plus en perspective et la contextualiser dans notre contexte social. Sitôt le président de la République a fait l'annonce de la mise en place d'un statut du lanceur d'alerte, donc d'un mécanisme juridique qui devrait encadrer cette démarche-là, sitôt cette annonce a été faite, sitôt on a commencé à voir des avatars de ce principe-là. Parce que ce qui s'est passé, c'est que rapidement, les gens ont confondu lanceur d'alerte et délation. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas une pédagogie qui dit ce que le lanceur d'alerte est exactement, positivement, et négativement ce que le lanceur d'alerte n'est pas, on va vers deux risques. Le premier risque, c'est une sorte d'inefficacité totale de la législation, parce qu'elle viendrait en contradiction avec des pratiques qui se seraient déjà sédimentées. La deuxième chose, c'est qu'on soit dans une société où les gens vont s'épier et faire de la délation sur des prétextes autres que l'intérêt qui est poursuivi derrière une législation sur le lanceur d'alerte. Parce que le lanceur d'alerte est quelque part une personne qui vise un intérêt général, considérant que les actes qui sont commis dans son cercle ou bien des événements auxquels il a accès, une information qui viendrait, sont de nature à compromettre des intérêts supérieurs, des intérêts généraux, mais sont des actes infractionnels. Mais si on est dans cette ambiance de délation avec un fond de vengeance où les gens se vouent aux gémonies, non pas tant parce que tel serait contrevenu à une loi, mais que cette personne serait de notre bord ou qu'il y ait une suspicion de telle ou telle autre chose, ça poserait problème. Je vous rappelle que des réglementations, parce que, in fine, le lanceur d'alerte participe de cette logique de moralisation de la vie publique et incidemment de la vie privée. Des initiatives de cet ordre-là, on en a eu au Sénégal. On en a eu avec la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui participait exactement des mêmes délibérations qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Si on se remémore de cette loi, c'était toute personne qui était en charge d'une fonction publique et dont le train de vie était en contradiction avec les rémunérations, cette personne-là pouvait être poursuivie, pouvait être appelée à se justifier sur l'ampleur de sa richesse et que la donation n'était pas une cause exonératoire de la possession d'une certaine richesse. Et là, on avait introduit un fameux principe d'inversion de la charge, de renversement de la charge de la preuve, mais qui n'était pas en réalité un renversement de la charge de la preuve. Je ne vais pas faire la parenthèse, parce que le professeur Jean-Luc Correa est là. Je vais la faire. On va la faire quand même. Parce qu'il n'y avait pas de renversement de la charge de la preuve, parce que la preuve est administrée par celui qui rend le principe d'apparence. En apparence, les choses sont telles qu'elles sont. C'est celui qui allègue de ce que les choses ne sont pas telles qu'elles sont en apparence, que cette personne-là qui doit supporter la charge de la preuve. Donc, lorsque une personne a une rémunération régulière connue de tous les services, un ministre, on sait ce qu'il gagne, on sait quels sont ses périodes, quels sont ses avantages, et que ce ministre-là a un train de vie qui est supérieur à ses revenus réguliers et légaux, c'est son acte qui a rompu l'apparence. C'est pour cette raison-là qu'on lui demande de supporter la charge de prouver que c'est un train de vie en conformité avec ses revenus. Donc, je veux dire qu'il y a comme ça, des textes de-ci de là, le code pénal, la loi sur la CREI, le nouveau parquet financier qui est en train d'être mis en place. Toutes ces choses-là participent un peu de cette moralisation et prennent en compte d'une certaine manière ce phénomène qu'on est en train de traiter sans l'appeler forcément lanceur d'alerte. Si on va dans un terrain qui est très familier à Jean-Luc Correa, qui est très familier, le droit comparé, on se rend compte que
les lois sur les lanceurs d'alerte sont des lois qui ont des fortunes assez maigres dans d'autres espaces. Une personne tout à l'heure avait évoqué que il y a certainement des lois sur le lanceur d'alerte en France, mais que ces lois-là étaient très contraintes dans le processus de mise en œuvre, que ça en était décourageant. Et d'ailleurs, il est venu s'y adjoindre qu'on a pris une autre loi, une directive européenne sur le secret des affaires, qui était en réalité une sorte de neutralisation de toute possibilité de lancer d'alerte. Donc, là, on touche une problématique de fond. La problématique de fond, c'est que lorsque le concept de lanceur d'alerte est advenu massivement dans le débat public et dans la littérature intellectuelle, c'est parce qu'ils ont touché à des malversations ou bien disons, des scandales qui avaient une certaine épaisseur, une certaine grosseur. Mais est-ce que, et dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle la délinquance d'affaires. Or, la délinquance d'affaires, c'est une affaire de gros sous. Et jadis, on m'apprenait que la délinquance d'affaires ne se résout que très rarement devant les tribunaux. Il y avait que des arrangements entre amis. Il y avait un entre-soi qui faisait que, pour un échange de bons procédés, certains pourraient être amenés à étouffer telle pratique ou telle autre pratique. Donc, s'il y a une corrélation entre ces phénomènes que je viens d'identifier et les réalités qu'on note au Sénégal. Parce que moi, ce que je vois, il y a un groupe WhatsApp qui a été créé pour parler de lanceur d'alerte, mais on parle du policier qui a encaissé 2000 francs, on parle de l'officier d'état civil qui a demandé 5000 francs pour faire telle chose. Ça, ce sont les choses les plus juridiquement défendables, mais pour le reste, ce sont c'est à la limite des accusations gratuites de tel, bon, sa maison est telle, il a dû avoir tel a dû avoir tel. Et donc, on a plongé sans y préparer l'opinion dans une ambiance qui peut être plus délétère qu'elle n'est avantageuse. C'est en cela que moi, j'en appelle en termes de politique législative au Sénégal et dans tous les autres pays africains, qu'avant qu'on ne puisse annoncer un certain nombre de directions législatives, qu'avant qu'on ne puisse prendre des législations, on puisse faire toute la phase préalable. La phase préalable est une phase d'enquête de compréhension du phénomène, mais également de pédagogie afin qu'il y ait une sorte de réceptivité plus douce de tout ce qui a été fait. Sinon, pour en conclure, je dis que lancer une alerte, c'est bien, mais aujourd'hui, il faut, pour qu'on s'engouffre dans ce sillon-là, préparer un cadrage préalable sans lequel toute démarche dans ce sens serait contre-productive. On serait dans d'autres phénomènes de délation que le lanceur d'alerte véritablement. Parce que le lanceur d'alerte, c'est pas un métier. Il y a des gens que j'ai entendu dire que, bon, maintenant, ils ont pour métier lanceur d'alerte, aller filmer avec leur portable toutes les maisons de tel ou de tel ou tel ou tel. Et c'est très centré dans le domaine politique. Tout ce que j'ai entendu dire depuis que l'annonce a été faite, c'est autour des problématiques politiques, autour de la corruption, alors que le lanceur d'alerte est plus haut que ça. On a vu que les plus grands lanceurs d'alerte que le monde a connus aujourd'hui, on a parlé de Irène Frachon, on a parlé également d'Edouard Snowden, c'était des problématiques qui n'étaient pas liées à la corruption, mais qui étaient liées à d'autres phénomènes plus disruptifs, en tout cas plus dissolvants pour les cours sociaux. Snowden a parlé d'espionnage à grande échelle, et Irène Frachon a parlé de Mediator, qui était un médicament, si tant est qu'on puisse appeler ça un médicament, mais en tout cas qui était un poison pour l'ensemble des personnes à qui on les a prescrits. Donc, il faut, à mon avis, élargir, donner plus de rigueur à la démarche. Je crois que il y a eu un manque de rigueur dans l'annonce de ces choses-là, parce que ce sont des choses qui sont tellement explosives qu'il y a une méthodologie pour la mettre en place, pour l'annoncer. Il y a une pédagogie pour l'expliquer au corps social. Et également, c'est à partir de ce moment-là qu'il faudra commencer à réfléchir sur le cadre juridique. En réalité, l'aspect juridique de la question, le cadre juridique, c'est une question de texte, c'est une question de normes, c'est une question d'organisation technique. Et c'est la technique juridique pure. Et donc, c'est le dernier étage de la fusée pour que cette affaire parte là. Il y a tout un préalable qu'il fallait mettre en place. Et pour en terminer, on a des sociétés où certaines pratiques sont très corruptogènes, des pratiques socialement admises, mais qui sont juridiquement de la corruption. Il y a dans nos pratiques, en tout cas dans nos pratiques sénégalaises, des formes
disons, des gens à qui on a rendu des services ou bien à qui on a fait profiter de certaines choses, qui se sentent moralement redevables à faire un certain nombre d'actions, lesquelles actions sont sur une sorte de ligne de crête entre ce qui est acceptable juridiquement et ce qui l'est socialement. Donc, toutes ces questions-là doivent être prises en compte et je crois que ce que Jean-Luc Correa a fait déjà de déminer la question pour poser les premières bases avant que chacun n'aille dans n'importe quel sens est déjà bien. Il faut, à mon sens, ce travail d'information, de sensibilisation et d'explicitation, un des concepts et deux des démarches, mais également trois des finalités qui sont visées à travers une telle législation. Je ne vais pas être long, je crois que je suis à 2 minutes 50 secondes, enfin 1 minute 50, et que donc je n'ai pas dépassé les 2 minutes. Merci à vous tous et particulièrement donc aux membres du panel de débat de cité. En préparant cette émission, je me suis rappelé que j'ai eu l'occasion justement de voir quelque chose de magnifique en ce qui concerne le Nigeria et le Nigeria qui est tant décrié justement pour les actes de corruption énormes et qui concernent donc du bas peuple jusqu'au plus haut sommet. Et il faut se rappeler simplement le nombre de ministres qui ont été ou suspendus, qui ont été ou poursuivis dans des conditions où il était question justement de détournement de dizaines et de dizaines de millions de dollars. Et TV5, pour ne pas la citer, avait fait donc un reportage au Nigeria en ce qui concerne donc le rôle et la mission que s'était assigné la société civile en ce qui concerne le contrôle du gouvernement. Et il disait exactement ceci au Nigeria, les élections présidentielles, c'était celles qui ont vu l'élection donc en 2018 de Buhari. Les élections présidentielles et législatives approchent. Début février, les citoyens s'exprimeront à travers les urnes. En attendant, un groupe de membres de la société civile a décidé de contrôler les actions inachevées du gouvernement, notamment lorsqu'il s'agit de construction d'infrastructures. Une manière pour eux de développer la démocratie. Ils prennent des photos, surveillent les infrastructures et rendent des comptes. Un groupe de citoyens ordinaires s'est constitué pour suivre et évaluer les projets publics financés par l'argent du contribuable nigérian. Ihenie, qui est donc un des membres de ce groupe, observe l'état des différentes routes et ses conclusions sont peu réjouissantes. Dans ces routes, je le cite, j'observe en particulier la manière dont l'écoulement d'eau se fait. C'est comme si elle avait été faite par des amateurs. Elles ne sont pas bien construites et cela empêche l'eau d'être canalisée, déclare-t-il. Les réseaux sociaux pour développer la démocratie. Les agents de ce groupe, nommés Traka, opèrent principalement sur Twitter. Ils se servent de la plateforme pour aller au contact direct des citoyens. Le but, bien évidemment, dans leurs actions, c'est de relayer au maximum les photos et les vidéos des projets inachevés. Une manière, selon Traka, d'éduquer les citoyens à la démocratie. Et à l'aube des prochaines élections présidentielles et législatives, les Nigérians se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux. Ils leur offrent un plus grand espace de débat et ouvrent la voie des initiatives de la société civile comme celle-ci, et cela pour aller vers encore plus de démocratie. Je mets ça en avant pour simplement indiquer aujourd'hui qu'est-ce que peut être le rôle du citoyen dans la cité. Nous sommes des citoyens qui nous minimisons et nous sommes des citoyens qui ignorons nos droits parce que en même temps que nous sommes citoyens installés dans la cité, on est reconnaissant vis-à-vis de nous des droits qui sont les nôtres et des devoirs auxquels nous sommes engagés dans le cadre de la cité. Lorsque vous êtes dans une commune, et quelle que soit sa taille, lorsque le maire déclenche un processus de votation aujourd'hui pour aller s'occuper de la construction du marché public d'une part, et du stade municipal d'autre part, et de la piscine municipale, sachez simplement que c'est de l'argent public qu'il utilise. Et l'argent public, c'est aussi le vôtre. Et la façon dont il utilise cet argent public, la manière dont il l'utilise, l'objet dans lequel il doit être utilisé, le tout doit être conforme aux prescriptions des conseillers municipaux qui ne sont ni plus ni moins que des représentants des citoyens que vous êtes, qui avez délégué donc une partie de votre souveraineté à ce niveau. Une chose est de laisser faire, une autre chose est de contrôler, et une troisième chose est de demander des comptes, éventuellement de déférer. En tant que citoyen, ne venez pas sur les réseaux simplement pour dénoncer.
Avez-vous vu le comportement de tel ministre qui a construit en l'espace de 3 mois un château alors même qu'il était dans un taudis? C'est un constat qui vous permet de suspecter que ce ministre-là a dû utiliser de l'argent, en tout cas dont l'origine peut être à la fois illégale et illicite, pour construire ce bâtiment. Tout comme la femme du ministre qui peut se trouver du jour au lendemain sur un véhicule 10 fois de valeur que le véhicule qu'elle avait, un ensemble de situations qui créent la suspicion dans votre esprit, et au-delà de la suspicion, vous avez le droit de poser des questions, et vous avez le droit à la suite des réponses qui vous sont communiquées pour mettre en cause. La constitution de partie civile est née dans ces conditions. Une anomalie qui vous permet de voir un panneau qui indique la construction de la route et l'utilisation de 2 milliards de francs CFA pour cette construction de la route, et que 6 mois après, à la première période hivernale, vous avez des nids de poules dans cette route-là. Vous avez le droit de faire des constats, vous avez le droit de poser des questions à ceux qui sont les responsables à ce niveau, et vous avez le droit de poursuivre. Alors, je vous dis tout ça d'un point de vue théorique, mais il est clair aujourd'hui que la justice est dans un état tel qu'aujourd'hui vos actions peuvent être vouées à l'échec. Mais autant d'actions qui sont vouées à l'échec, autant d'actions qui sont susceptibles d'embêter les gens. Au Nigeria, quand vous avez vu comment les gens font des photos pour plaquer sur les réseaux, en indiquant que dans la commune de X, le centre de santé qui a été construit s'est écoulé dans les 6 mois, sans que personne n'ait pris la responsabilité d'engager devant le juge la responsabilité de la personne qui est chargée de la construction. Il se trouvera que cette personne qui est chargée de la construction a dû collecter de l'argent public, au lieu de l'utiliser dans la construction de l'ouvrage public, l'a plutôt dispatché en différentes personnes, et du coup, les matériaux qui doivent rentrer dans le cadre de la construction ne sont pas rentrés dans le cadre de la construction. Quand vous avez un véhicule qui se renverse parce que simplement on n'est pas respectueux des règles de la circulation routière, vous avez le droit également, lorsque des vies sont compromises, ou parce que les personnes sont tuées, ou parce que les personnes sont blessées, ou parce que la manière de conduite de cet autobus-là vous met en danger, en tant que citoyen, vous avez le droit. Donc, le droit d'action du citoyen est naturellement lié à la citoyenneté. Personne ne doit sortir derrière vous pour vous demander de faire ou de ne pas faire. Et le mieux, c'est jamais d'aller à une seule personne, le mieux, c'est d'aller à plusieurs personnes. La notion de lanceur d'alerte, justement, c'est pour préserver l'intégrité du patrimoine public. Le patrimoine public, ce sont les deniers. Le patrimoine public, ce sont les droits et les crédits. Le patrimoine public, c'est tout ce qui peut permettre aujourd'hui à un État, justement, de pouvoir collecter ou de l'argent, ou des valeurs, ou des biens, ou du matériel dans des conditions telles que, comme vous êtes propriétaire d'eux et d'eux. Et ça aussi, c'est la même situation que s'agissant de l'État ou des collectivités publiques qui sont aussi des entités juridiques, des personnes morales. Donc le vrai sujet, encore une fois, c'est l'engagement citoyen. Ça vaut pour le vote et ça vaut pour le contrôle du représentant qui est issu du vote, parce que nous l'avons mis en place en lui donnant la responsabilité d'utiliser le patrimoine de notre collectivité à des fins qui soient représentatives de l'intérêt général. Une chose est de le laisser utiliser, une autre chose est de contrôler, et une autre chose est éventuellement, lorsqu'on n'est pas satisfait des éléments d'information qui sont donnés, qui puissent éventuellement donner l'occasion de saisir le juge, aussi bien le juge judiciaire que le juge administratif. Et n'omettez pas également que même si vous n'êtes pas membre d'un conseil municipal, les réunions de la municipalité sont des réunions publiques et qui vous donnent l'occasion justement d'être présent, de venir entendre et de venir même poser des questions au maire et à l'ensemble des conseillers municipaux. Alors, on a indiqué ici qu'il ne peut pas y avoir de lanceur d'alerte sans justice, c'est évident. Il ne peut pas y avoir de lanceur d'alerte sans cadre juridique complet, c'est évident. Mais il ne peut surtout pas y avoir de lanceur d'alerte lorsque l'engagement citoyen n'existe pas, lorsque la capacité du citoyen de prendre connaissance d'une situation donnée, de l'évaluer éventuellement, d'exprimer son opinion critique à ce niveau pour donner une suite ou pas, qu'elle soit seule ou à plusieurs. Et voilà ce à quoi nous devons utiliser nos réseaux sociaux. Non seulement de la dénonciation, mais derrière la dénonciation, la réunion d'un certain nombre de personnes qui prennent l'initiative d'en savoir plus d'une part et éventuellement de mettre en cause s'il y a lieu.
Combien de personnes aujourd'hui mettent en cause le caractère défectueux d'une installation publique, que ce soit dans la rue ou que ce soit dans des bâtiments publics, notamment dans les hôpitaux. Et deuxièmement, quelles sont les personnes aujourd'hui qui demandent des comptes à des acteurs publics? Et les acteurs publics sont à la fois des acteurs politiques issus de l'élection, mais des acteurs publics sont également des acteurs qui ont été nommés ou des acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, occupent une place qui leur permet d'exécuter la mission de service public. C'est ça la redevabilité. Et un ensemble d'actions de ce genre permettent simplement de faire comprendre à un ministre, à un président de l'applique, à un député, à un maire, à un conseiller municipal, à un conseiller des collectivités, à un directeur général, à un ensemble d'agents publics que le compte doit être rendu et que l'obligation qui vous incombe à vous, c'est de contrôler ce qui est dit. Mais il est tellement dommage aujourd'hui que nous vivons notre citoyenneté en dehors de la sphère publique, en dehors des acteurs publics, en dehors des acteurs politiques. Nous sommes essentiellement à la critique. Et à la critique, on n'aboutit pas. Si encore une fois, on peut se rappeler l'exemple du Sénégal, où les citoyens ont pris à bras le corps leur engagement, ont exprimé leur volonté et sont arrivés à bout de la remise en cause des droits acquis, y compris en matière démocratique. Nul n'est définitivement installé dans un contexte de démocratie. Celui qui détient le pouvoir, quelle que soit sa légitimité, est toujours tenté de remettre en cause le pouvoir, de gagner plus de pouvoir, et souvent contre le gré des gens. Et à force de le laisser faire, parce qu'on se décourage, à force de le laisser faire, parce qu'on lui donne l'impression qu'on est de la même famille, on est de la même communauté, on est de la même obédience, où on a les mêmes intérêts, on rentre justement dans la compromission. Et la compromission, c'est le meilleur moyen pour casser la dynamique politique, pour casser la dynamique constitutionnelle, pour casser la dynamique institutionnelle. Merci à vous tous, et particulièrement donc aux membres du panel de débat de cité. En premier, donc, saluer ma cohorte Fatoumata, saluer la présence de Amine, la présence de Mex, la présence de Zeneb, la présence de Lassalangani, la présence de Dani, la présence de Ashta, la présence de Aïssata et la présence de toutes les personnes qui nous ont fait la gentillesse d'être là. Merci infiniment, bonne soirée à vous tous et pardon d'avoir longuement et trop débordé justement sur ce space-là. Mille merci encore Fatoumata. Allez, bonne soirée à vous tous. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode. Nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.